Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai quelques questions en réserve. Comment occuper nos enfants cet été ? Il y a plusieurs manières de les occuper l'été. Il y a la manière où nous, on intervient beaucoup, mais qui nous demande encore un peu d'énergie alors qu'on est souvent au bout du rouleau. Ça, c'est un petit peu délicat parce que quand nous, on est à sec et que notre réservoir est complètement à vide, il est encore plus compliqué de réguler, de co-réguler les émotions de nos enfants. Donc la première indication que je vais vous faire, c'est de vous dire qu'il va falloir prendre un moment soin de vous pour que vous puissiez recharger un minimum vos batteries avant de remettre de l'énergie dans la machine pour l'été. Si vous êtes comme moi à penser au certificat médical pour le séjour en escrime, au certificat médical pour la rentrée, aux réunions, à rendre tous les dossiers pour partir en vacances sereinement, vous avez une charge mentale complètement phénoménale où on est saturé d'informations, de dates, de changements de programme parce que la réunion finalement elle a plus lieu et tout ça, avec tous les spectacles, tous les kermesses, tous les bilans, tous les goûters à préparer, les pots de fin d'année, les pots de départ, les pots de retraite, les communions, les baptêmes, les mariages. Au bout d'un moment, on est déjà saturé que c'est même pas encore les vacances. Et comme on n'est pas encore en vacances, mais qu'on a quand même un petit rôle de perfectionnisme en se disant « j'aimerais bien boucler la majeure partie de mes dossiers avant de partir en vacances », donc que vous preniez des vacances en juillet ou en août, il va se poser la question de « à quoi je renonce ?» À quoi je renonce pour aller bien ? À quoi je renonce pour ne pas craquer devant mes enfants pendant mes vacances ? Parce que je vais arriver en vacances et je serai déjà complètement épuisée. Si on veut les occuper, il faut que nous, on soit à un minimum d'attaque, qu'on ait au moins récupéré 20% d'énergie et de feu, parce que sinon, on ne va pas pouvoir les occuper grand-chose. Donc, en admettant que vous voulez partir avec vos enfants et que vous voulez passer des bons moments sans vous énerver et sans crier, ce qui rejoint plusieurs épisodes du podcast, notamment le 99, sur comment on fait pour ne pas crier sur nos enfants, la question est, je veux intervenir dans leurs activités ou je veux les laisser à la fois en autonomie et moi me libérer un petit peu de surveillance, de poste d'observation ou non. Là encore, il y a plusieurs embranchements. Soit vous faites appel à une personne relais, peut-être un grand-parent, peut-être le centre de loisirs, peut-être une famille en alternance, donc vous gardez les enfants pendant 2 jours et ensuite c'est l'autre famille qui garde les enfants pendant 2 jours. Ce sont des choses qu'on peut retrouver aux petites vacances aussi, mais qui sont utiles aux grandes vacances. Ou alors vous les avez à temps plein, comme ça va être mon cas d'avoir les 2 filles à temps plein. Et là, vous allez vous organiser pour que les besoins de l'enfant, les besoins de l'ado et les besoins du parent soient alternativement satisfaits. Donc là, vous allez vous poser avec vous-même en vous disant de quoi j'ai envie cet été, moi, avant de me demander de quoi ont envie mes enfants. Parce que sinon, je vais encore faire passer mes enfants avant, comme je fais d'habitude, et je vais m'oublier au bord du chemin. De quoi vous avez envie pour cet été ? Est-ce que vous avez envie de visite, de voyage, de découverte, d'action, de sport ? Est-ce que vous avez envie de buller sur la plage, de lire dans votre hamac, de vous promener mais sans horaire, pas forcément visiter toute la culture de votre région ? Chacun va pouvoir mettre ses priorités en face de son été. Vous pouvez décider de ne pas faire comme les autres étés, de faire autrement, de faire différemment. Et vous êtes les seuls à savoir de quoi vous avez envie pour cet été. Mais ça me paraît plus important de commencer par ça avant même de vous dire comment je vais les occuper eux.
Si moi je sais quel été et quelle énergie je veux poser en juillet, en août, je vais pouvoir ensuite décider de ce que je vais faire avec mes enfants. Donc je vous laisse quelques instants pour déjà imaginer comment vous voyez votre été avec les enfants. Est-ce que ça va se passer chez vous? Est-ce que vous avez un autre lieu de vacances? Peut-être une résidence secondaire, peut-être chez les grands-parents, peut-être une location, un endroit différent, peut-être un pays étranger. Ça va jouer aussi sur l'organisation sur place. Est-ce qu'il y a un club enfant dans l'hôtel où vous allez? Est-ce que vous êtes près de la plage ou est-ce qu'il faut absolument la voiture? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté là-bas qui peut être une personne relais sur place? Voilà des éléments qui vont être des ressources, qui vont être des supports, qui vont faire baisser notre charge mentale. Si on est loin de tout et qu'il faut la voiture pour aller partout, vous allez être finalement attribué à chaque fois à emmener les enfants à la plage, à emmener les enfants à la séance découverte sur le sport de plage et tout ça. Vous allez finalement remplir déjà votre emploi du temps parce que le lieu est excentré. Donc dans le choix du lieu de vos vacances, là il est peut-être un peu tard, mais de voir aussi quelles sont les possibilités d'ouverture, de repos, de relâche. Si vous les avez toute la semaine, qu'il n'y a pas de personne relais, il n'y a pas de grands-parents à côté et que votre conjoint n'est pas encore en vacances, on va donc décider que dans la journée, il y a une partie de la journée qui est consacrée à des activités ensemble avec les enfants, que ce soit un tout petit, un bébé, un ado, plusieurs ados, plusieurs enfants, et une partie de la journée où vous allez vous consacrer du temps de vacances. Le temps que vous allez passer de qualité avec vos enfants, vous allez pouvoir en décider ensemble, puisque l'intérêt de nos vacances, c'est de co-créer des bons souvenirs. Est-ce que vos enfants ont envie d'aller très souvent à la plage? Est-ce qu'ils ont envie de construire des cabanes dans votre jardin? Est-ce qu'ils ont envie d'apprendre des nouveaux jeux de société, un nouveau sport? Est-ce qu'il y a un stage de tennis à côté de la maison de vacances? Ça, ils vont pouvoir avoir leur mot à dire. Et la partie plus délicate, c'est comment vous allez vous créer des créneaux sur votre journée où vous allez vous reposer, où vous allez prendre soin de vous, où vous allez enfin finir ce roman qui vous attend depuis des mois et des mois, où vous allez enfin vous faire les ongles et pouvoir profiter d'une petite après-midi de shopping sans vous stresser pour les enfants. Là, ça va demander de votre part des choix et peut-être des renoncements. Comment vous accorder du temps? Peut-être en décidant de ne pas faire toutes les brocantes, peut-être en décidant de ne pas ranger toute la maison de vacances parce que là, vous préférez buller dans votre hamac avec votre roman. Pendant ce temps-là, que font les enfants? Les enfants ont une activité en autonomie, donc vous allez leur sortir des jouets à leur âge, à leur niveau. Vous allez leur donner des consignes en disant pendant 1 heure, maman est dans son hamac en train de lire son livre. Toi, tu peux jouer avec tel jouet, telle activité. Tu peux demander de l'aide à telle personne si autour de vous, il y a quand même un autre adulte, juste en renfort, juste en volant, on va dire. Mais sinon, vous allez poser, vous, vos limites. Parce qu'on va vite se faire rattraper et grignoter par « oui, je vais d'abord préparer le repas pour être tranquille ce soir, je vais d'abord lancer une machine pour être tranquille ce soir », et finalement, votre temps perso, votre temps de qualité, qu'on a évoqué dans l'épisode 62, il va fondre. Il va fondre parce que le temps aura déjà été grignoté, que vous n'avez pas fait de plaisir, que vous avez fait juste des tâches, que vous avez coché votre to-do. Donc le moment où les enfants, si vous avez la chance qu'ils fassent encore la sieste, moi, quand elles étaient petites, au moment où je les posais dans le lit, je ne faisais rien de collectif, je ne faisais rien comme tâche. C'était ce moment-là pour moi. Je sortais la chaise longue, je sortais le matériel pour me faire les ongles, pour lire, pour écrire, pour faire des mots croisés, pour bronzer. Et ce moment-là, pendant la sieste, était consacré. Oui, j'aurais pu me lancer sur la vaisselle, sur le repas du soir, sur le rangement, réfléchir à la prochaine sortie culturelle, mais c'est le moment que je choisissais où je n'étais pas interrompue, où je n'étais pas en position de devoir répondre à qui que ce soit. Donc c'est ce temps-là que je réservais pour moi. Ça paraît logique, hein, et vous l'avez sûrement déjà entendu ou lu dans les magazines féminins, que le temps où l'enfant est occupé, c'est ce temps-là où vous allez vous faire du bien. Ça peut être occupé par la sieste, ça peut être occupé parce que les grands-parents sont en visite pour une balade, ça peut être occupé parce que vous avez mis un dessin animé. Pendant les 20 minutes de dessin animé, vous passez du temps pour vous. Vous n'allez pas faire la vaisselle. Parce que faire la vaisselle, vous pouvez le faire pendant que l'enfant est réveillé, ou pendant que l'enfant vous parle, vous raconte sa matinée au club de plage ou de voile. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Si vous voulez passer un été zen
tout en occupant vos enfants, quelles sont les plages horaires, quels sont les créneaux horaires où vous allez pouvoir décharger, souffler, prendre soin de vos rayures à vous, redescendre vos flammes désagréables à vous et engranger un tout petit peu de satisfaction. Sinon, à la fin de la journée, et ça m'est arrivé plein d'été, je me suis dit, mais j'ai rien fait pour moi aujourd'hui. J'ai aligné des tâches, j'ai été occupée, bien sûr, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai fait pour la petite, j'ai fait pour la grande, j'ai fait pour la maison, j'ai fait pour chérie, j'ai fait pour la culture avec un grand C, comme si pendant les vacances, il fallait obligatoirement se forcer à faire des nouvelles choses. C'est vous qui décidez. Est-ce que cet été, vous voulez visiter le pays où vous allez ou vous voulez vous reposer? Et ça peut être la première semaine, oui, et la deuxième semaine, non. Mais faites ce premier choix avant même que les vacances aient commencé, avant même que vous soyez sous l'étranglement de « Oh là là, je vais jamais réussir à caser tout ça dans les 8 heures de journée, du moment où on est réveillé jusqu'au moment où on va dîner. » Donc voilà une première piste sur occuper les enfants. Le choix de l'activité, vous allez le trouver au fur et à mesure, mais d'abord trouver quel est le créneau que vous allez réserver pour vous et ensuite quel est le créneau que vous allez réserver pour les enfants. Je vous donne ce truc parce que je suis tombée dans ce trou tellement souvent en me disant « Ah bah elles sont à la sieste, super, je vais pouvoir faire avancer mes tâches. » Et je l'ai fait moi-même très souvent et à la fin de la journée, j'étais tellement aigrie et amère de me dire « Mais zut, j'ai bien avancé mes tâches, mais moi, mon réservoir, il n'est pas rempli. J'ai pas lu, j'ai pas fait de mots croisés, j'ai pas bronzé, je me suis pas détendue, je me suis pas posée. » Donc avancer au prix de quoi? Au prix de la satisfaction d'avoir profité de mes vacances. Donc j'ai cette tendance au perfectionnisme, j'ai cette tendance à vouloir tout bien faire qui me rattrape même pendant mes congés. Alors que la vaisselle, honnêtement, elle peut attendre la fin de la sieste. Préparer le repas du soir, ça peut attendre aussi. Il n'y a pas d'urgence à faire passer tout le temps les tâches de notre liste avant notre propre plaisir. Et ça, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément l'habitude. Et c'est ce qu'on déconstruit en général en séance individuelle avec les mamans. C'est que faire passer les autres avant nous est devenu un mode de vie, est devenu un fonctionnement habituel. Donc on a une espèce d'autoroute neuronale où on fait ça par habitude tout le temps. Et je l'ai vu avec ma grande fille, et quand avec ma petite fille, j'ai commencé à refaire la même boucle infinie de cocher, de faire, de cocher, de faire, d'être la bonne maman qui organise, qui prépare, qui coordonne, qui fait le sac de plage, qui prépare le goûter pour la plage, qui anticipe qu'il faut rentrer pour le bain parce qu'après ils seront trop fatigués. Et s'il y a le barbecue gourmand dans l'autre ville, il faut... Voilà, on a une charge mentale même pendant les vacances qui ne peut pas dégonfler si intentionnellement on ne se met pas un stop à nous-mêmes. Donc pour une fois, je vais vous imposer un petit peu de violence à vous-même en disant, vous voulez passer du bon temps avec eux, ça veut dire que si vous voulez passer du bon temps avec eux, vous devez recharger, vous, votre capacité à vous réguler émotionnellement pour éviter d'éclater sur eux en disant « Mais tu te rends pas compte tout ce que j'ai déjà fait cette semaine pour vous, on est allé au cirque, on est allé à la plage. » En fait, un jour, il va y avoir une dette qui va imploser, qui va exploser, parce que vous-même, vous n'aurez pas eu le temps de recharger pendant vos propres vacances un tout petit peu de batterie. Et on aimerait tellement avoir une semaine au spa tranquille avec nos meilleures copines à siroter des cocktails. Dans un monde parfait, moi, je pourrais offrir à toutes les mamans du monde une semaine comme ça chaque été. Ce serait trop bien. Mais ce n'est pas la réalité. Donc si cet été, vous êtes seul avec les enfants, que le papa fera des allers-retours quand il n'aura pas de travail et tout, parce que nous, c'est notre cas et c'est notre configuration depuis 5 ans, moi, je sais à l'avance que j'anticipe que la deuxième semaine, ça va être terrible. La première, j'ai encore du jus. Et si je ne fais pas attention à moi, la deuxième semaine, je vais être à cran. Parce que la grande va pas m'aider dans les tâches, parce que la petite va demander mon attention, parce que je suis la seule adulte sur place. Donc je vais me sentir aspirée, sollicitée et surstimulée. Et quand je suis surstimulée, je suis à cran. Je suis à fleur de peau. Et je risque de l'envoyer promener. Et l'été dernier, il y a eu des jours où je me suis dit, je vais lui en mettre une. Parce qu'elle me surstimule, parce qu'elle, de son côté, si je me mets sur sa colline, elle va tester, elle va voir jusqu'où je peux aller en patience. Est-ce que je vais pouvoir lui dire « Non, Siana, non, je ne m'occupe pas de toi pendant 1 heure ». Et c'est dur pour un enfant, c'est de la frustration, c'est aussi un autre épisode. Mais il faut que nous, on puisse poser nos limites sans se faire impacter par leurs petits yeux de chapeauté. Parce qu'on sait que sur le long terme, la semaine qui arrive,
on doit encore fournir de la prestation, du jus, de l'énergie. Et donc, on doit être en capacité de se réguler nous-mêmes. Sinon, on va contaminer complètement le comportement de nos enfants. Donc ça, c'est des expériences que j'ai remis entre le pro et le perso, hein, comme bien souvent, vous m'entendez parler de ces outils-là, c'est parce que je les ai vécus en classe, d'être dépassé par l'ensemble des stimulations des élèves, du nombre, de l'institution, des injonctions contradictoires, que j'ai vu que dans ma famille, j'avais le même schéma de vouloir être bien, de vouloir performer, de vouloir être productive, au détriment de mon équilibre émotionnel. Donc maintenant, tout ce que je vous transmets là, vous allez voir si c'est urgent pour vous ou si pour l'instant vous n'êtes pas dans cette urgence à prendre soin de vous. Mais c'est quelque chose, là j'ai fait des entretiens le mois dernier avec toutes les mamans pour construire la dernière offre. Les mamans sont toutes en train de dire, est-ce que je vais survivre à l'éducation de mes enfants? Est-ce que je vais réussir à mettre en place ce que je veux? Parce que je doute de moi, parce que je ne sais pas où trouver les informations, le temps, l'énergie. Et c'est ce qu'on fait en ce moment, je leur envoie toutes les semaines un mail avec une checklist, un dossier de presse, des infographies, des outils concrets, parce que les mamans que j'accompagne ont besoin de pragmatisme, ils ont besoin de concret, ils ont besoin d'avancer. Les belles théories, les magazines, si vous ouvrez un magazine cet été, il y aura plein de conseils, super, mais est-ce que ça correspond à vous, votre configuration, votre rôle, l'âge de vos enfants? Si votre petit dernier il est en pleine phase d'affirmation et qui rentre à l'école en septembre, ben ça c'est un contexte qui est très stimulant pour l'enfant, bien sûr, c'est super. Il est en train de grandir, de comprendre son rôle dans la vie, de trouver sa place. Mais nous, en tant que parents, pour coordonner tous ses désirs, ses besoins, faire le tri entre les désirs et les besoins, lui faire comprendre ce qui va changer dans sa vie quand il va rentrer à l'école, ben nous, il faut qu'on soit opérationnel, il faut qu'on soit d'attaque. Comment on va pouvoir accueillir ses émotions à lui, ses flammes à lui, si on n'est pas capable, nous, de nous réguler? Donc c'est tout ce travail-là qu'on fait en individuel, qu'on fait en collectif aussi, qu'on fait dans les cercles de parole. Mais je vous invite à voir que si vous voulez passer quelques moments zen dans votre été, ça se prépare aussi en amont. Comment vous allez mettre en place les petits cailloux qui vont vous permettre d'avoir une après-midi par semaine où il y a une personne relais, d'avoir 1 heure par jour où vous prenez soin de vous, loin devant les injonctions maternelles, sociétales, culturelles ou habituelles que vous vous chargez toute seule. On est nos propres ennemis parfois. On est nous-mêmes en train de nous créer une liste. On veut les occuper avec peut-être quelque chose de trop grand, de trop culturel, de trop jouet, alors qu'ils peuvent s'amuser avec 2 bouts de ficelle si on leur laisse l'occasion de trouver aussi des idées avec du matériel, de les laisser explorer et qu'on n'est pas toujours en train de leur donner des consignes et qu'on n'est pas toujours en train de leur donner quoi faire et comment faire. Ils ont une grande capacité d'imagination, de créativité et ils nous imitent. Donc ils vont nous imiter, ils vont utiliser le même matériel que nous et quand ils vont avoir fini d'utiliser le même matériel, peut-être qu'ils changeront d'idée, mais avec le même matériel. Ou alors, ils vont changer de matériel avec une autre idée. C'est ça qui est intéressant parce que nous, en leur disant « je ne suis pas disponible, je ne pourrai pas te répondre, bien sûr, là, tu es à côté de moi, tu peux jouer tranquillement et tout ça », ça pose quand même un cadre et une limite, mais ça ne rend pas l'enfant non plus dépendant d'une consigne extérieure tout le temps. Parce que sinon, il y a des enfants qui vont nous dire « je fais quoi maintenant? Et comment on fait ça? Et après, je peux faire quoi? Et on fait quoi après ?» Il y a des enfants qui sont toujours en attente d'une consigne d'adulte. Comme en classe. En classe, on a aussi des élèves qui sont comme ça. Et nos enfants, si on veut qu'ils soient un petit peu autonomes, ça se prépare tout bébé, quand ils ont 2, 3, 4, 5 ans. Ils peuvent faire déjà plein de tâches ménagères. On parle souvent de Fly Lady aussi parce que nos enfants, ils sont capables de passer la balayette dans l'escalier, ils sont capables d'étendre du linge, ils sont capables de sortir le linge de la machine, ils sont capables de faire tout ça si on leur laisse le choix et si on leur valorise un peu le geste, la maturité, parce qu'ils sont tellement contents de contribuer, de nous aider, de faire comme nous. Et c'est des super temps de qualité aussi qui nous permettent d'avancer nos tâches dans la maison. Parce que pendant que j'éteins le linge avec Siana, pendant que je balaye dans le jardin avec Siana, je coche les choses qu'il y a à faire et en même temps, elle s'occupe. En même temps, elle est avec moi. Donc sur la toute première question où on disait comment les occuper, vous pouvez très bien leur attribuer une responsabilité proche de la tâche que vous voulez mener.
S'il y a le jardin à tondre, les filles, elles peuvent ramasser les pommes de pin, ramasser les branches, faire un tas avec les pommes de pin et les branches et les mettre de côté pendant que l'adulte passe la tondeuse. Pareil sur la plage, il y en a une qui peut ramasser les affaires sur le sable, il y a une qui peut étendre la serviette au sol. Les enfants sont capables de faire et de prévoir et d'anticiper et de verbaliser. Mais on leur laisse la place pour qu'ils le fassent. Et comme ça, le jour où on est occupé, nous, ils peuvent faire seuls, ils ont moins besoin d'aide, ils sont plus autonomes. Mais ça se construit en amont. Laissez-leur faire des petites expériences, adapter l'expérience en disant « Ah oui, en effet, ce geste, tu pourrais le faire mieux comme ça. » Par exemple, nettoyer un escalier, quand on est jeune, il faut comprendre qu'il faut se mettre tout en haut et descendre marche après marche avec la petite lavette. Parce que ça demande une coordination entre l'œil et la main. Ça demande une organisation dans nos fonctions exécutives. C'est une mémoire de travail, c'est une méthodologie, c'est ajuster son geste. Au début, il ne pourra pas le faire tout seul, notre enfant. Donc ce n'est pas le jour où vous avez un dossier à finir que vous pouvez mettre en place une nouvelle activité complètement inédite. Par contre, vous allez réinvestir des activités qu'ils ont déjà faites et dont ils n'ont plus besoin de vous. Notamment un grand bac avec des petits cailloux, des lentilles, des personnages, des Legos, des bacs, des cuillères. Ça, c'est en accès libre. C'est facile de le mettre avec cette sensorialité, ce bac tactile, pendant que vous êtes très occupé. Si vous avez un jour une visio, sortez un jouet qu'il maîtrise complètement, qu'il connaît déjà, qu'il n'a pas fait hier ou avant-hier, comme ça recrée un petit peu de nouveauté. Vous aurez plus de chances que de sortir un nouveau jouet où il va vous dire « mais comment on fait ça ?» Et après, il faut appuyer où et pourquoi? C'est le juste milieu entre l'inédit et le trop connu. Je me suis lassée de cet objet, je me suis lassée de ce jouet, il est plus adapté à mon âge. Et on a les mêmes questionnements en classe, hein. Parce que suivant l'âge de vos enfants, le grand peut s'ennuyer pendant que le petit est occupé, et inversement, le grand peut être occupé et le petit peut s'ennuyer. L'été, on va avoir encore plus cette idée-là. On a parlé souvent d'avoir un petit sac surprise à proximité quand vous avez un imprévu, quand vous avez un rendez-vous urgent administratif, d'emmener un petit sac à surprise que l'enfant ne connaît ni trop peu, avec des jouets qu'il n'a pas vus depuis longtemps, des coloriages, des figurines, un petit puzzle, un petit coloriage à l'eau aussi. Nous, on a ce sac-là qu'on emmène à chaque restaurant. Je change régulièrement les activités du sac pour que vous ne soyez pas complètement dépendant de l'animation de l'activité avec votre enfant. Et si vous allez à un barbecue, si vous allez à un spectacle en extérieur, l'enfant, on ne peut pas lui demander d'être attentif et de s'occuper tout seul. Donc vous pouvez emmener aussi une réserve, un sac à surprise avec des activités. Ça peut être sa poupée préférée, ça peut être un petit jeu moteur avec des Scooby-Doo suivant l'âge qu'il a. Pas forcément avec des écrans, d'ailleurs, ça peut être vraiment des gommettes, des quadrillages, des reproductions, des coloriages Reine des Neiges, pas de patrouille. Mais prenez un sac à surprise qui soit adapté à l'âge de l'enfant et qui lui permette de s'occuper au moins 30 minutes. On peut considérer que les 10 premières minutes, il va rester avec vous, à côté de vous, sur vos genoux. Mais au bout de 10 minutes, un enfant, si le spectacle ne l'intéresse pas, si le banquier n'est pas intéressant, si le banquier ne le regarde pas, il va vouloir s'occuper d'autre chose. Le terme « occuper l'enfant », on considère que c'est occuper l'enfant pour qu'on soit disponible sur un autre dossier urgent. Mais ensuite, il va bien falloir comprendre que si on a occupé l'enfant pendant ce moment-là, il va redemander notre attention, il va redemander un contact, une présence, une coopération, une collaboration, un dialogue qu'on va rééquilibrer après le rendez-vous. Donc c'est la durée qui va être proportionnelle à l'âge de votre enfant. On ne va pas pouvoir demander à un enfant de 1 an de s'occuper 20 minutes, tout comme on ne va pas pouvoir demander à une personne de 8 ans de rester tranquille pendant 2 heures. Tout seul, ça ne marche pas. Donc, adaptez en fonction de ce que vous connaissez de votre enfant pour qu'il puisse vous laisser tranquille. À 9 ans, s'il aime la lecture, il peut toujours avoir sur lui son bouquin pour le finir dans la salle d'attente du médecin, dans la file d'attente du restaurant et tout ça. Mais à 9 ans, il faut un petit peu anticiper en disant qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. Ça peut être peut-être des mots croisés, des sudoku. Est-ce qu'il aime bien dessiner? D'avoir toujours sur soi du papier, une gomme, un crayon dans la voiture, d'avoir un petit sac d'urgence, même si on était coincé dans les bouchons pendant 2 heures, pour éviter que les enfants se hurlent dessus, nous crient, nous contaminent émotionnellement parce que nous, on va aussi s'agacer et qu'on risque à notre tour de crier sur eux, alors que c'est le contexte extérieur qui a provoqué tout ça, c'est émotionnel.
Nous, on n'aime pas être coincés dans un bouchon. Les enfants n'aiment pas être coincés devant un spectacle qui ne leur parle pas, qui ne les intéresse pas. Donc en changeant un tout petit peu notre angle de réflexion sur le comportement de notre enfant, en se mettant un peu de son côté de la colline, on voit que là, il s'ennuie, il n'y trouve pas son intérêt, donc il va sans doute avoir des actions, des paroles qui vont manifester un désintérêt, un ennui. Et c'est logique qu'il fasse ça, notre enfant. Donc on peut des fois l'anticiper, parfois ça arrive vraiment à un moment où on n'a rien anticipé et on va juste lui parler, lui expliquer la situation, lui dire qu'on a besoin de 10 minutes de silence pour finir ceci ou cela, ou pour parler avec le maire qui a justement une réunion sur l'érosion de la falaise de votre résidence secondaire. Mais l'urgence va arriver quoi qu'il en soit. Donc vous pouvez anticiper quelquefois les urgences, ou vous pouvez habituer votre enfant à s'occuper tout seul sans vous. C'est une pratique depuis qu'ils ont 12-18 mois. Un enfant qui s'ennuie est désagréable. Un enfant qui ne sait pas quoi faire est désagréable. Ils sont programmés pour rêver, mais aussi pour faire. Donc si on lui dit « Ah, bah, il y a un nuage, regarde le nuage », ça va marcher 1 minute, mais ça ne va pas pouvoir l'occuper 20 minutes. Ayez dans votre besace des petites idées, 1 ou 2 activités d'avance. C'est ce qu'on fait aussi en classe. Pas forcément chercher les vacances parfaites, l'organisation parfaite ou le lâcher-prise parfait, parce qu'on a peu de chances d'y arriver. Mais mettez-vous des petites paillettes et des petites bulles de respiration, de sérénité. Faites-vous aider en ayant sur place des organisations qui sont déjà décidées, parce que ça fait de la charge mentale en moins de ne pas avoir à préparer les activités, les sorties. Il y a un catalogue qui est fourni, ou de vous faire livrer peut-être à manger quelques jours pour ne pas avoir toute la charge mentale. Voyez avec le budget ce qui est compatible, mais laissez-vous respirer. L'été, c'est aussi fait pour redescendre la pression. Moi, je vous propose très régulièrement de revenir à vous et de ne pas vous disperser sur ce qui est de l'injonction de la société, de « il faudrait faire ça en été » ou « pendant l'été, il faut absolument qu'on soit et bronzé et reposé et qu'on ait visité ». Tout ça ne nous sert pas vraiment. Effectivement, les vacances chez soi, ça peut être l'occasion de faire d'autres choses, de manger dans une autre pièce, de manger au fond du jardin, de manger dans une cabane, de faire autrement, mais de se donner de l'évasion quand même, de faire différemment parce que c'est l'été, parce que c'est les vacances, parce qu'il y a peut-être un peu moins d'horaires à tenir et des balades et des libertés différentes. Vous vous rappellerez des bons souvenirs que vous avez passés sur les dernières vacances. En tout cas, pour ceux qui ont des vacances prochainement, on vous souhaite un bon planning de repos et d'évasion à la fois, qu'il soit sportif ou qu'il soit plus dans la détente. Prenez ce qui clignote vraiment dans vos rayures à vous et surtout ce qui vous fait du bien dans votre cheminée. Si c'est de la fierté, si c'est sportif, si c'est de l'excitation de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, prenez ce qui vous fait du bien. Je vous souhaite plein de beaux tequils pour cet été, pour les vacances. Vous pouvez vous abonner au podcast et envoyer un petit message aussi sur Apple Podcast pour voir en quoi ces épisodes vous aident, en quoi ce podcast vous aide. Moi, j'ai envie de vous accompagner sur tous ces thèmes-là. Choisissez vraiment l'offre qui vous convient pour retrouver un peu de sérénité pour vous, pour votre cheminée à vous et puis pour la vie de famille avec votre partenaire de vie, avec vos enfants. Je vous souhaite beaucoup de douceur et de paix autour de vos flammes agréables et je vous souhaite une très très bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.